pas senti sur place du tout. Alors avec nous jusqu'à 15h aujourd'hui, un spécialiste des Lipovènes. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a un. Vous connaissez la tradition? Alors, je vais lui poser la question, mais attendez. Tout d'abord, il faut le présenter. Il s'appelle Frédéric Beaumont, il est géographe, il est chercheur au laboratoire E à l'université de Bordeaux 3. Il se rend régulièrement en Roumanie, notamment dans le delta du Danube, pour rencontrer ces Lipovènes. Il est auteur de plusieurs textes sur cette communauté. Alors, qui sont les Lipovènes? Pourquoi vivent-ils là précisément? Comment est-ce que lui a été accepté par cette communauté? Il n'était pas là disponible aujourd'hui, donc on a enregistré cet entretien. C'était vendredi après-midi. Je lui ai tout d'abord demandé à Frédéric Beaumont une réaction à votre reportage. Moi, ce que j'ai trouvé vraiment très intéressant, c'est d'avoir donné la parole aux enfants en début de reportage. Parce que là, vraiment, c'était un point de vue très libre sur l'identité lipovène. C'est-à-dire que souvent, quand on parle avec des lipovènes, quand on leur pose des questions par rapport à la façon dont ils conçoivent leur identité, il y a beaucoup de rappels historiques, beaucoup de projections sur la façon dont ils sont arrivés ici. Tout est très mythifié et tout est assez compliqué par rapport à la relation, notamment aux autres communautés, par rapport à leur identité. Et là, le fait d'avoir donné la parole aux enfants, j'ai trouvé ça vraiment très bien. Ça, c'était le début du reportage, la fin, sur les processions particulières des jeunes filles avant Pâques. Alors c'est très intéressant. C'est une tradition qui est vraiment spécifique à cette partie du delta, c'est-à-dire les villages purement cosaques. C'est-à-dire Sarikoy, ce village où a été réalisé le reportage. Mais également Jurilovka et d'autres villages de cette zone. C'est-à-dire c'est une zone géographique qui est située pas tout à fait au cœur du delta, mais légèrement en marge. Et c'est des plaines qui sont à la fois céréalières et puis des villages qui sont situés au bord du lac Razine, qui est un lac extrêmement intéressant pour tout ce qui est en rapport avec l'aquaculture. Voilà, un terroir très très riche sur lequel se sont implantés les Cosaques, et ça c'est une tradition purement cosaque. Il y a d'autres communautés lipovènes en Roumanie, dans le delta, beaucoup plus pauvres, beaucoup moins importantes en termes de taille, et qui ont pas ce type de tradition du tout. Ça, c'est une tradition un petit peu sauvage quand même à la cosaque. Voilà. Mais qui existe, c'est donc vrai. Qui existe, effectivement. Et c'est ce que disait, je crois que c'est Andrei qui évoquait ça dans leur reportage, qu'ils avaient perdu leur tradition cosaque. Apparemment, celle-ci a été conservée. Voilà. Est-ce que vous savez pourquoi il y a cette tradition des jeunes filles sans culottes qui chantent ? Non, aucune idée, vraiment. Mais ça doit être certainement lié, ça c'est peut-être des traditions qui se sont créées spontanément pour justement favoriser l'endogamie, c'est-à-dire le mariage au sein de la communauté. Se manifester pour dire, voilà, il y a une femme à prendre au sein de la communauté. C'est pas la peine d'aller courir des femmes à l'extérieur du village. Voilà. Frédéric Beaumont, on a compris que si les Lipovènes sont venus ici, c'est qu'ils étaient persécutés par le pouvoir ecclésiastique et politique russe à la fin du XVIIe siècle, lorsque l'Église orthodoxe russe s'est réformée, que ces Lipovènes ont refusé cette réforme, ils ont été excommuniés, ils ont dû partir. Pourquoi se sont-ils installés dans ce delta du Danube ? Alors c'est une drôle d'épopée, parce que les Lipovènes, d'abord, se sont réfugiés, en grande partie, en tout cas ceux qui ont échoué sur les rives du delta du Danube, sont d'abord réfugiés dans la région du Don, auprès des communautés cosaques. Et dans la tradition russe, les communautés cosaques, elles n'étaient pas vraiment soumises au pouvoir impérial russe, mais elles étaient autonomes. C'était ce qu'on appelle des sitch, des communautés comme ça, pratiquement indépendantes, qui ne payaient pas d'impôts, qui avait juste le devoir de servir, 2 mois par an, au sein de l'armée impériale. Voilà. Et donc, naturellement, les personnes qui étaient persécutées pour leur foi se sont réfugiées auprès de ces communautés cosaques. Il se trouve que cette communauté qui s'est implantée plus tard dans la région du delta du Danube a participé, dans le courant du XVIIIe siècle, à de grandes insurrections contre le pouvoir impérial. Peut-être parce que déjà ces communautés cosaques avaient été imprégnées par la rébellion de la vieille foi. C'est ce qu'on appelle en russe la vieille foi, le rite lipovène.
Et ces communautés ont été implacablement écrasées par l'Empire tsariste, mais l'Empire ottoman leur a ouvert grand ses portes et les a installés donc, dans la région du delta. Mmh. Donc il y avait des Cosaques des deux côtés de la frontière. Des deux côtés de la frontière qui s'affrontaient mollement quand même. Voilà. Oui, parce que tout à fait, voilà. Oui, parce que justement cette région, c'est une espèce de no man's land aussi. Voilà, c'est le pays de tous les trafics, vraiment. À l'époque de l'Empire ottoman, le pauvre représentant du pouvoir ottoman qui n'était pas très implanté dans ces zones inondables, un peu précaires, c'était le gendarme turc, et on le voyait pas souvent. Voilà. C'était une punition d'être envoyé là-bas. Vraiment, oui, tout à fait. Le paysan syrien qui finissait gendarme turc dans le delta du Danube, c'était pas vraiment une récompense. Donc ces Lipovènes s'installent début du XVIIIe siècle dans cette région. Qu'est-ce qu'ils trouvent quand ils arrivent dans ce delta du Danube ? Des moustiques. Oui. Voilà, pour faire simple. Il y a une nouvelle je crois que c'est de Victor Hugo sur ça. Vraiment, le delta n'était pas du tout peuplé. En arrière du delta, dans l'arrière-pays, le paysage ressemble vraiment à la steppe est-européenne. Il y avait des communautés turques et des communautés tatares, un peu plus au sud des Bulgares. Mais à l'endroit où se sont implantés les Cosaques du Kouban et du Don, eh bien, il n'y avait vraiment pas d'implantation humaine. Et c'est vraiment eux qui ont commencé à valoriser les environs du delta. Et notamment qui ont peut-être que vous savez, mais l'un des surnoms des Lipovènes, l'un des surnoms qui leur a été attribué par les Roumains, c'est les excavateurs à barbe. Voilà. C'est parce qu'ils ont passé leur temps pendant des générations à essayer de drainer des terrains qui étaient particulièrement, des zones inondables. Frédéric Beaumont, quel type de société est-ce qu'ils construisent, ces Lipovènes ? Parce qu'ils n'étaient pas, j'imagine qu'ils n'étaient pas habitués à vivre comme ça, isolés du reste du monde. Quel type de société est-ce qu'ils se mettent à construire ? Ce qui est intéressant, c'est qu'à la base, c'est une société cosaque qui a été entièrement transplantée d'un point à l'autre. Et il faut se dire qu'à l'époque, les Cosaques, ils n'étaient pas considérés, même à la fin de l'Empire russe, donc avant 1917, les Cosaques n'étaient pas considérés comme ethniquement russes. C'était la nationalité cosaque, dans le sens l'ethnie cosaque. Voilà. Les Cosaques ne sont pas russes. Et aujourd'hui encore, dans les recensements de la Fédération de Russie, on recense les Cosaques comme une ethnie à part entière. Voilà. Et en fait, cette population a transplanté directement ses traditions extrêmement fermées dans cet environnement-là. Extrêmement offensive aussi, extrêmement conquérante, de manière plus ou moins pacifique, parce que contrairement à ce qui était dit dans l'un des témoignages, il y a une vendetta multiséculaire entre les Russes lipovènes et les Ukrainiens du delta. Traditionnellement, les Lipovènes occupent dans le delta deux bras du delta du Danube, le bras Sulina, qui est au centre, et le bras Kilia, qui est au nord. Et le bras Saint-Georges, qui est au sud, est occupé par les Ukrainiens. Et ça, c'est le résultat d'une guerre qui a duré une bonne vingtaine d'années entre les Ukrainiens, qui étaient aussi des Cosaques Zaporog, donc de la région du Dniepr, et les Russes lipovènes. Donc c'est un peu dur de dire quelle société ils ont bâtie, parce que cette société, elle a évolué de manière très radicale. C'est-à-dire qu'à la base, c'était une société cosaque guerrière, malgré qu'elle ait des traditions, qu'elle ait une foi qui soit normalement, qui préconise la non-violence, en dehors des aspects les plus connus de la vieille foi, c'est-à-dire les gens qui se laissent pousser la barbe, qui ne boivent pas de boissons, de drogue. Ce qu'ils appellent les drogues dans la vieille foi, c'est le thé, le café, ce genre de choses. En dehors de cette foi très rigoriste, qui privilégie la non-violence, ils n'hésitaient pas quand même à utiliser cette violence pour défendre leurs intérêts matériels. Mmh. Et progressivement, cette société a radicalement évolué quand même vers une non-violence totale et une très grande passivité par rapport à tous les événements qu'ont pu connaître les minorités ethniques, notamment à l'époque de Ceausescu. Mais j'ai entendu dire que les Lipovènes avaient résisté, par exemple, aux nazis, qu'ils avaient même coulé des patrouilleurs sur le Danube, qu'ils avaient caché des juifs aussi. Alors, c'est vrai qu'au sein de la population lipovène, principalement au sein de son intelligentsia,
Il y a toujours eu le mythe selon lequel les Russes lipovènes étaient le peuple élu. Et comme les Juifs étaient aussi le peuple élu, ils avaient le devoir de protéger les Juifs. Parce que eux-mêmes, en plus de ça, les lipovènes avaient été persécutés, éradiqués dans certaines zones de la Russie, et ils considéraient donc que, par solidarité, ils devaient protéger ces populations opprimées et diasporiques, comme eux. Après, les actes de résistance ou d'héroïsme, ils n'ont pas été très nombreux, honnêtement, dans cette région. Voilà. Ils ont été plus connus, les lipovènes, pour retourner leur veste de manière assez régulière. Il y a un événement qui est assez connu, c'est à Cheta Alba, dans le Boudjak, non loin du delta du Danube, dans la partie aujourd'hui ukrainienne. Un auteur, je crois que c'est un témoignage juif, qui dit qu'au moment où les Roumains et les Allemands sont rentrés à Cheta Alba, les lipovènes étaient en première ligne pour distribuer des fleurs, et que quelques mois plus tard, quand les Soviétiques sont rentrés, on a revécu exactement la même scène, avec les mêmes lipovènes. Donc, bon... C'est des stratégies de survie aussi, j'imagine. Ils ont une capacité d'adaptation extrêmement impressionnante, vraiment. Et notamment par rapport au réseau politique. Ils ont une très bonne connaissance des nouvelles technologies. On le disait tout à l'heure dans le reportage, Internet trônait au sein de la maison. Et ils ont compris très vite que Internet, ça pouvait leur permettre de communiquer entre eux d'un bout à l'autre de la Roumanie, parce qu'il y a d'autres communautés qui sont implantées hors du delta, et même dans d'autres pays, que ça leur permettait de contrecarrer l'effet que leur communauté soit très peu importante numériquement, et de favoriser les contacts au sein de cette communauté et limiter les mariages mixtes, notamment. Mmh. Frédéric Beaumont, c'est quoi le noyau de l'identité lipovène? Parce qu'il y a la dimension historique, il y a la dimension presque ethnique, vous parliez des Cosaques, il y a cette dimension, cette foi religieuse, il y a ces traditions aussi. C'est quoi le noyau? C'est quoi qui fait qu'on est lipovène? C'est la religion, c'est la vieille foi. C'est le rite ancien, l'orthodoxie russe des origines. C'est la base. Tout est fondé sur la pratique religieuse. Toute l'organisation de la société lipovène est fondée sur ça. Et c'est ce qui crée de solidarité extrêmement solide, enfin extrêmement ténue. C'est pour ça aussi que quand un homme quitte sa religion pour sa femme, 80% de ses copains ne lui parlent plus, sa famille ne lui parle plus, et puis le prêtre les évite. Oui, moi j'ai connu quelqu'un qui était dans cette situation-là. La famille n'était pas réellement hostile, mais elle faisait son devoir communautaire en faisant manger la personne, l'étranger dans la famille. Il refusait de manger avec cette personne. C'est-à-dire que l'étranger, le futur époux, issu d'une autre communauté, mangeait dans une pièce à côté, séparée, et dans des couverts spéciaux. Voilà. Donc oui, c'est assez radical, mais c'est pas une forme de xénophobie en fait, c'est plutôt formulé comme une sorte de devoir communautaire. C'est pas une réelle hostilité à l'égard des autres communautés. C'est la nécessité de survivre alors qu'il n'y a que sur tout le territoire de la Roumanie officiellement 30 000 lipovènes, ce qui est extrêmement peu. Andromède 6 épaules, Cyril Depaz et Missieté.